Mes chers camarades, bien le bonjour. Si je vous dis grandes explorations maritimes, il y a moyen que nombre d'entre vous pensent direct à des Caravelles, à Christophe Colomb, à Amerigo Vespucci, à Jacques Cartier ou autre tardif James Cook ou La Pérouse. Voilà. Comme si avant, il s'était rien passé du tout. Après tout, on pourrait se dire que le Moyen-Âge, on n'était pas forcément toujours à la pointe de la marine à voile, certains préférant par exemple traverser toute l'Europe, l'Anatolie et le Moyen-Orient à pied, ou à cheval, pour partir en croisade plutôt que de monter sur un bateau, ce qui aurait été rudement plus rapide quand même, ce qui prouve au passage qu'ils n'étaient pas toujours super confiants en leur capacité de marin. Et pourtant, avant ça, on a eu de sacrés cadors qui n'avaient rien à envier à leurs lointains successeurs. Alors on va voir ça ensemble. Je vous propose donc quelques épisodes sur ces explorateurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge, histoire de voir qu'ils n'ont pas attendu avant de se jeter à l'eau. Pour notre premier protagoniste, tout commence en Méditerranée, et chez nous en plus. Nous sommes sur le Vieux-Port, ou presque, à Massalia. Marseille si vous préférez. Nous sommes entre 325 et 300 avant notre ère. Il fait beau, la garrigue chante, quand soudain notre nouvel ami Pythéas, savant grec d'une cinquantaine d'années, s'exclame « Oh, fan de chichoun, j'ai plus de glaçons pour le pastis. Oh, qu'à cela ne tienne, je vais en chercher. Me jugez pas trop, j'ai vécu à Marseille une partie de mon enfance, donc je considère que j'ai le droit de faire un accent un petit peu raciste. Voilà, bon, désolé Marseillais. » Bref, le voilà parti pour franchir les colonnes d'Hercule, c'est comme ça que l'on nomme le détroit de Gibraltar. Puis il remonte sans doute jusqu'en Islande ou en Norvège, voire même jusque dans la mer Baltique. Notre voyageur est donc grec, de Massalia, qu'on appellera plus tard, à l'époque romaine, Massilia. Ils se sont pas foulés les Romains. C'est une vieille cité marchande prospère de Méditerranée occidentale, alliée de Rome et en bon terme avec Carthage. Elle est fondée vers 600 avant notre ère par des Grecs venus de Phocée en Asie mineure. Quant à Pythéas, c'est un homme de lettres et de sciences qui brusquement décide de monter une expédition vers le nord. Ouais désolé, malheureusement on n'en sait pas beaucoup plus, puisque ces textes ne sont pas vraiment parvenus jusqu'à nous. Il en reste que des bribes ou des évocations chez d'autres auteurs comme Polybe, Strabon ou Pline l'Ancien, voilà. Donc on fait avec ce qu'on a, ce qui me laisse à dire que mon histoire de glaçon pour le pastis, c'est pas si bête, voilà. Plus sérieusement, si certains prétendent qu'il part vers le nord, c'est sur ordre des autorités de la ville qui aimeraient en apprendre plus sur les routes commerciales septentrionales, notamment vis-à-vis de l'étain produit par les Celtes, indispensable pour la fabrication du bronze cher aux Grecs, mais aussi de l'ambre de la Baltique, dont ils raffolent pour leurs bijoux. Ils pourraient ainsi profiter du commerce extérieur à la Méditerranée qui rapporte tant aux Carthaginois. Pythéas devait donc longer la côte atlantique, puis s'engager dans la Baltique et revenir par la voie des fleuves jusqu'à la mer Noire, créant ainsi une toute nouvelle voie commerciale. Cette hypothèse, en tout cas, elle expliquerait comment un homme sans grande fortune, comme lui, savant et lettré, aurait pu entreprendre un tel périple. Son voyage commence donc sans doute en franchissant les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, on l'a dit, à l'époque contrôlé par Carthage. Les colonnes d'Hercule, considérées à ce moment-là comme la limite du monde connu et civilisé. Enfin, pour les Grecs, les Carthaginois et les Phéniciens par exemple s'aventuraient déjà depuis longtemps sur l'Atlantique. On l'a déjà dit aussi, et on y reviendra. Cependant, certains diront au 19e qu'il a trimballé son ou ses navires jusqu'à la Loire ou la Gironde pour justement éviter le blocus carthaginois des colonnes d'Hercule. Mais à vrai dire, ça n'a peut-être pas été nécessaire. Massalia s'entendait en effet bien avec Carthage, et même sans ça, Pythéas a tout simplement pu passer discrètement de nuit. Ce qui est quand même foutrement plus simple que de trimballer un navire à travers les terres. Parce que si aujourd'hui on a le canal du Midi, qui nous permet de relier la mer Méditerranée à la Gironde en passant par Toulouse, figurez-vous que ça n'existait pas à l'époque. Ce qu'on sait de son voyage, qu'il soit à la base motivé par le commerce ou non, c'est que le savant Pythéas en a profité pour en faire un vrai voyage scientifique. Et vous allez le voir, il a fait beaucoup, mais alors beaucoup de découvertes. Par exemple, il a concentré une bonne partie de celui-ci à l'étude de l'actuelle Grande-Bretagne, qu'il appelle Britannique, qu'il est sans doute le premier à décrire. Et s'il n'est peut-être pas le premier à la visiter, il est le premier scientifique grec à le faire. Il donne ainsi des estimations de sa forme triangulaire et de son périmètre, sa latitude par rapport à Massalia, évoque son climat, la traverse en long, en large et en travers. Mais surtout, nous donne les premières informations sur certains de ces peuples qu'il prend le temps de décrire, comme les Britons, les Gallois ou les Calédoniens. Il aborde ainsi leur langage, leurs coutumes, leur fonctionnement politique, mais aussi du coup leur commerce, comme celui justement de l'étain en Cornouailles, notamment sur ce qui pourrait être l'actuel site du St. Michael Mount. Ça ressemble au Mont Saint-Michel, Ça s'appelle comme le Mont Saint-Michel, mais c'est pas le Mont Saint-Michel. Il continue ensuite vers le Septentrion, passant par les îles Orcades, et s'aventure peut-être tellement au nord qu'il découvre soit l'Islande, soit la Norvège.
En effet, il évoque une île à 6 jours de navigation au nord de la Grande-Bretagne, peu avant ce qu'il nomme la mer solidifiée, la banquise quoi, qu'il appelle Thulé. Et Thulé, ça vous dit peut-être quelque chose, parce que ça devient une île absolument mythique qui marque durant l'Antiquité, mais aussi durant le Moyen-Âge, la limite du monde, ce qui explique que beaucoup tenteront de la localiser. Or, on comprend que les Shetland, l'Islande ou encore la Norvège, dont il est facile à l'époque de croire que c'est une île, correspondent à cette définition. C'est aussi grâce à ce voyage nordique que Pythéas est le premier à décrire le déroutant phénomène de soleil de minuit. Pour ceux d'entre vous qui ne vivent pas dans les cercles polaires arctiques ou antarctiques, c'est un phénomène qu'on constate au-delà de ces cercles, durant lequel le soleil ne se couche jamais sur une période plus ou moins longue autour du solstice d'été. Bon, il semblerait que Pythéas ne soit pas allé aussi loin, lui, mais il aurait pu quand même voir des nuits qui duraient que quelques heures à peine, ce qui est déjà super impressionnant, surtout pour un mec en jupette venu des Calanques et dormant sous les oliviers. Autre phénomène étrange et qui a dû le dérouter, la formation de la banquise, qu'il a pu voir au nord de l'Islande par exemple. En effet, les descriptions qu'il a laissées et qui nous sont parvenues évoquent alors la mer en cet endroit comme un poumon marin ou une mer de méduses. Ce qui pourrait être la formation de la banquise, qu'à l'époque on constatait a priori un peu au large de Massalia. Et je dis bien a priori. En effet, son image de poumon marin ou de méduse doit venir de la consistance que prend effectivement la glace quand elle se forme, un peu molle, à mi-chemin entre solide et liquide, et aussi de l'aspect qu'elle forme à la surface, un phénomène que nos amis anglophones appellent pancake ice pour les mêmes raisons. Continuant à profiter de sa virée commerciale pour en tirer le maximum d'infos scientifiques et géographiques, on lui doit aussi de nombreux autres travaux, notamment sur le phénomène des marées, qui bien entendu n'a pas lieu en Méditerranée même s'il est connu des savants d'alors. Il est d'ailleurs le premier, semble-t-il, à y voir un rapport avec les phases de la Lune. Une idée qu'il a peut-être tout simplement piqué au peuple qu'il a croisé, mais bon, ça c'est l'avantage des civilisations écrites sur les civilisations orales. Il s'intéresse ainsi également à l'étude de l'axe terrestre, à la sphéricité du globe, mais aussi aux latitudes, donnant des résultats d'une précision étonnante pour des mesures faites avec un gnomon, un simple bout de bois quoi, dont on mesure l'ombre pour étudier les distances. Ah, ils sont forts ces Grecs quand même. Et enfin, après tout ça, il est sans doute redescendu vers la mer d'Irlande, puis ainsi jusqu'à Massalia, même si certains disent qu'il est effectivement allé dans la Baltique lors de ce voyage, ou d'un autre. Bref, on a dit beaucoup de ce Pythéas, mais ce qui est sûr, c'est que ses découvertes ont tellement étonné à son retour que beaucoup l'ont traité de menteur. Et en plus de ça, il est probable que son rapport ait découragé les aspirations commerciales massaliotes, vu la complexité du voyage. Triste histoire donc pour un homme en avance sur son temps qui a juste eu le malheur de décrire des choses bien réelles mais invraisemblables pour ceux qui considéraient encore la Méditerranée comme le centre du monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à Fred de la chaîne Hero.com qui a écrit la vidéo avec moi, je vous mets sa chaîne en description. 2 autres vidéos arriveront sur la thématique dans les semaines qui arrivent, si vous avez des explorateurs que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire et on verra ce qu'on peut faire. On se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram sur mon compte Nota Bene Movies, à très bientôt sur Nota Bene.